l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes deux bras pas de doigts, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo présentation express, vidéo dans laquelle je vous présenterai de façon très express, de façon très globale, 4 jeux qui se jouent à 2 joueurs seulement. Donc, je vais vous présenter vraiment là, entre 3 et 5 minutes par jeu. Je vous présente, je vous montre de quoi ça a l'air. Et puis, ben, si ça vous intéresse ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, sans plus attendre, on commence maintenant. 300 est un jeu de conquête et de contrôle de territoire dans lequel les joueurs sont plongés dans le conflit perse et grec, et ce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le jeu va se passer sur 5 expéditions ou rounds, et puis ben, le jeu peut se terminer avant, puisque si un joueur contrôle les 2 cités majeures adverses pendant la fin d'un round d'une expédition, eh bien ce joueur-là gagne la partie. Autrement, eh bien à la fin des 5 expéditions, on évaluera qui a le plus de points de victoire et celui-ci gagnera la partie. Maintenant, une expédition se passe sur 4 phases, 4 différentes phases qui sont inscrites ici. Tout d'abord, nous avons la phase de préparation, phase d'opération, phase de ravitaillement et finalement phase de score. La phase de préparation est très simple puisque les joueurs recevront un nombre de talents fixe à chaque début d'expédition et devront les dépenser selon la petite charte qui est inscrite dans le bas de leur plateau. Évidemment, les Perses reçoivent davantage de talents puisque ça représente historiquement la réalité des choses, c'est-à-dire les Perses ont beaucoup plus d'argent et de ressources pour pouvoir attaquer la Grèce. Les différents talents peuvent être utilisés soit pour acheter une carte, ce qui est un peu le cœur du jeu, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous aurons aussi des cubes que l'on pourra ajouter à des villes afin d'obtenir de plus en plus d'armées, des petits disques qui pourront être placés dans les zones portuaires. Et finalement, bon, ce qui est spécifique ici aux Perses, ben, ce serait tout simplement d'installer un petit pont qui reliera l'Asie et la Grèce. Maintenant, pour ce qui est des cartes, c'est ce qui est le cœur du jeu, puisque à la phase d'opération, les joueurs pourront effectuer des actions selon les cartes qu'ils ont en main. Alors, une carte peut être défaussée pour tout simplement une action de base, c'est-à-dire déplacer des unités ou encore déplacer un disque vers une autre zone portuaire pour créer des conflits, ou encore pour l'effet des cartes. Donc, les effets sont assez inusités, il y en a énormément, et chaque carte a une section spécifique aux Grecs et une autre section spécifique aux Perses. Donc, on pourrait jouer la carte, comme j'ai dit, soit pour déplacer des unités ou encore pour l'effet d'une des 2 cartes. Les joueurs pourraient décider aussi de simplement passer, mais il y a un risque à faire cela, puisque si les 2 joueurs passent, c'est la fin du round, c'est la fin de l'expédition, et donc là, toutes les cartes que l'on avait en main sont défaussées, sauf une qui est possible de garder pour les Perses, mais ça affectera le nombre de talents qu'ils auront à la prochaine expédition, alors que les Grecs peuvent en garder un très grand nombre. On passe ensuite à la phase de ravitaillement où l'on devra retirer des cubes dépendamment de s'ils sont connectés ou non à des villes que l'on contrôle. Et finalement, ben, la phase de score, on va évaluer les villes que les Grecs contrôlent versus les villes que les Perses contrôlent et on évaluera si ce sont des cités majeures ou des cités mineures et on fera un nombre de points. La différence sera dictée sur la piste de score en faveur du joueur qui a eu le plus de points pour cette expédition. Une fois qu'une expédition est conclue, on passera à la deuxième si les 2 cités majeures si une des 2 cités majeures est encore entre les mains du joueur à qui ça les appartient.
Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'il y ait un vainqueur. Donc évidemment, c'est un jeu de duel très stratégique où les effets de surprise sont très nombreux grâce aux cartes. C'est un jeu qui va demander en fait un grand investissement de temps puisque chaque partie va nous amener en fait un lot de surprises mais aussi un lot d'adaptation qui pourra être de plus en plus crunchy, de plus en plus croquant une partie après l'autre. Et puis, ben, moi, je tiens à noter la belle petite boîte, hein, une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Moi, ça me charme tout le temps. Je trouve ça vraiment beau. Matériel super. Mouah, mouah, mouah. Encore un autre jeu sur la Deuxième Guerre mondiale. Ah non, pas un autre, pas un autre. Attends un petit peu. Inflexible Normandie est vraiment unique. Premièrement, parce qu'il est super simple à jouer. Et deuxièmement, parce que c'est un deck building mixé avec contrôle de territoire, mais des fois pas tant, ça dépend du scénario. Enfin bref, je vous montre un aperçu de ce que ça a l'air. Quand je parle de deck building, eh bien, c'est que tout d'abord, les joueurs vont avoir un deck de cartes et des unités qu'ils pourront ajouter dans celui-ci. Et puis, ici présentement, on a le premier scénario qui nous demande, qui requiert d'avoir 5 points de contrôle. Donc, les points de contrôle sont indiqués avec les petits drapeaux beige. Si un joueur en obtient un total de 5, eh bien, il gagne la partie automatiquement. Et la manière qu'on joue, c'est quand même assez simple. Les joueurs, en fait, au début d'un round, vont aller piger 5 cartes et puis vont déterminer, en fait, la carte qu'ils veulent jouer en tant que carte initiative. Et l'initiative, en fait, équivaut au chiffre qui est en haut. Et le joueur qui joue la carte la plus élevée obtiendra l'initiative qui sera un petit jeton. En fait, c'est très simple. Puis une fois, par exemple, je mettais mon 6 comme carte initiative, je la défausse. Et là, après ça, je peux jouer ces 4 cartes-là de la manière que je veux. Tout d'abord, c'est évident que le fusilier A est relié évidemment au fusilier A sur le plateau. Et avec celui-ci, je pourrais faire en fait les différentes actions qui sont indiquées sur la carte, c'est-à-dire soit progresser de 1, attaquer 1 ou encore contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, progresser, c'est une action de mouvement, c'est-à-dire on va se déplacer, on va utiliser le petit jeton et le déplacer de 1 sur une case que l'on a pu découvrir. Ou sinon, écoutez, attaquer, c'est simple. Là, on va tout simplement aller attaquer une unité adverse. Par contre, les unités adverses, c'est pas si facile que ça de les attaquer, puisque tout d'abord, elles ont une défense naturelle, comme par exemple le fusilier ici en a 4, et il faudra compter aussi la défense de base du terrain sur lequel l'unité se trouve, donc 1, donc là présentement 5, plus le nombre de cases entre l'attaquant et le défenseur en incluant la case sur laquelle le défenseur se trouve, c'est-à-dire 1, 2, donc là 4, 5, 6, 7 et là il va falloir que je roule un D10 selon le nombre de D10 équivaut au chiffre qui est ici et si je roule un 7 ou plus, je l'ai eu! Eh bien à ce moment-là, j'ai réussi à aller piquer une carte dans le deck de mon adversaire. Quand je parle de piquer, c'est pas de la mettre dans mon deck, mais bien que le joueur devra retirer dans ce cas-ci un fusilier B de sa main ou de sa défausse ou de son deck. Et s'il n'y en a plus du tout, à ce moment-là, le joueur perd automatiquement cette unité-là. Et puis, par la suite, s'il n'a plus de fusilier, on gagne automatiquement. Mais autrement, on se fiera toujours au scénario. Et là, ce qui est vraiment intéressant de Inflexible Normandie, c'est que là, on a une mise en place de départ qui est symétrique. On a chacun des deux côtés la même chose, mais plus on avance dans les scénarios, plus vous pourrez constater qu'il peut y avoir des différences majeures dans la manière que l'on va approcher le jeu ou encore dans les cartes qui commencent soit dans la pioche ou dans la réserve. Et c'est là en fait que le jeu brille vraiment parce que les cartes, et plus on avance dans les scénarios, plus on a de possibilités de différentes unités, de différents combattants que l'on peut utiliser. Les objectifs vont varier aussi dépendamment du scénario dans lequel on se trouve. C'est un superbe jeu qui gagne à être joué et rejoué avec le même joueur parce qu'on va pouvoir passer au travers des différents scénarios.
Et puis non seulement ça, ben c'est un jeu aussi qui gagne à être joué des deux côtés pour être capable vraiment d'expérimenter la belle formule et vraiment la diversité que le jeu peut nous offrir dans non seulement les objectifs à atteindre, mais aussi dans la manière de construire son deck. Donc c'est vraiment un jeu génial, sublime. Il y a aussi très bientôt une deuxième version, donc ce sera Inflexible Afrique du Nord qui sortira bientôt. J'ai bien hâte d'essayer celle-ci, mais pour l'instant, Inflexible Normandie, là, un incontournable selon moi pour un jeu à 2 joueurs. Spies and Lies a été sincèrement un très très gros coup de cœur pour moi, puisque c'est un jeu en fait de déduction bluff à 2 joueurs qui fonctionne vraiment bien, qui est rapide, qui est efficace et qu'on a le coup d'enchaîner une partie après l'autre. Alors Spies and Lies, oui, ça a le terme de stratégo, mais ça n'a rien à voir, je vous le garantis. En fait, ce que c'est un jeu où les joueurs devront tout simplement, à sa plus simple forme, envoyer ce petit pion-là vers le camp adverse. Et dès que ça arrive, eh bien à ce moment-là, le joueur gagne la partie. Autrement, si c'est pas encore arrivé à la fin d'un round, eh bien tout simplement, on va avancer le marqueur de round et au troisième round, à la fin de celui-ci, si le jeton agent double se trouve du côté des rouges comme ceci, le bleu gagne. Et même chose de ce côté-ci, si c'est du côté des bleus, le rouge gagne. Ici, c'est en égalité. On regarde les points d'infiltration. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avancer tout ça? C'est grâce à un petit système de cartes très ingénieux. Les joueurs vont avoir 10 cartes qui sont exactement les mêmes, autant du côté rouge que du côté bleu. Et puis, ben, les joueurs vont tout simplement envoyer 4 cartes en mission par round. Comme par exemple, ici, ben, je vais placer mon 2 comme ceci. Je vais prendre le 5, je vais le placer comme ça. Le 7 ici et finalement le 9 sera en dernier sur la dernière mission. Et d'ailleurs, ben, c'est important de mentionner que toutes les cartes doivent être en ordre chronologique, c'est-à-dire du plus petit au plus haut chiffre. Une fois que c'est fait, on tourne une carte ici, ce qui nous indique les cartes que l'on devra identifier à notre adversaire. Donc ici, si vous vous rappelez, j'ai le 7, ici j'ai le 9, comme ceci. C'est-tu bien ça? Oui, c'est ça. Mais là, c'est un secret, hein? Faut pas trop en dire, parce que là, on arrive à un moment charnière dans la partie où est-ce que je vais devoir tenter de deviner quelle est cette carte-là. Comme par exemple, je pourrais dire c'est un 3. On tourne la carte et si j'avais raison, le joueur ne pourra pas activer sa carte. Moi, puisque j'ai deviné correctement, eh bien j'avance de 2 sur ma piste d'infiltration et si j'arrive jusqu'à 10, eh bien le marqueur noir, l'agent double, avancera d'un nombre de cases équivalent au round auquel nous sommes rendus. Maintenant, c'est rendu au tour du joueur rouge qui devra deviner. Il dit par exemple, c'est la carte numéro 1. Et il se trompe. Alors, non seulement je ferai un nombre de points équivalent à la valeur de la carte, donc 1, 2, mais en plus de ça, je pourrai activer le pouvoir de la carte. Et comme j'ai mentionné, chaque carte a vraiment ses pouvoirs spécifiques. Donc ici, ils sont listés. Je ne les mentionnerai pas de A à Z, mais je peux vous garantir que le jeu en fait, donne une ambiance extraordinaire à 2 joueurs, de tension, de réflexion, de bluff, mais aussi de déduction. Qu'est-ce que mon adversaire veut faire? Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire? Qu'est-ce qu'il croit que je pense qu'il veut faire? Peut-être qu'il est en train de faire exactement ça parce que moi, je pense qu'il veut faire ça, mais que je vais le deviner, mais qu'au final, je le devine pas, mais que là, finalement, il l'a pas fait parce qu'il s'est dit, c'est clair qu'il va le savoir. Et là, vient cette tension-là, cette espèce de magie remarquable qui est créée grâce à Spies and Lies, un petit jeu dans une toute petite boîte, facile à expliquer, mais vraiment difficile à maîtriser. Et même si on le maîtrise, ça change rien parce que on est toujours à la merci de la déduction de l'adversaire. Est-ce que l'adversaire est assez brillant pour saisir ce que je vais faire? Ou est-ce que je vais m'en sortir indemne?
Vous recherchez un jeu bien consistant de stratégie de gestion de ressources à 2 joueurs et que vous allez jouer encore et encore, eh bien Targi est probablement fait pour vous, puisque Targi c'est un jeu casse-tête super intéressant au niveau de la gestion de ressources, très euro dans sa mécanique, puisque devant moi vous avez en fait un plateau de 16 différentes cartes et les cartes autour du plateau vont indiquer en fait le nombre de tours restants. Donc le jeton que l'on appelle le jeton pillard va se déplacer à chaque tour et va en fait bloquer une case et non seulement ça, ben, comme j'ai dit, va faire le tour et lorsqu'on arrivera à la dernière case, eh bien ce sera la fin de la partie. Autrement, les joueurs peuvent terminer la partie aussi s'ils obtiennent une 12e carte tribu. On reconnaît ces cartes tribus-là, en fait, d'abord par leur dos, mais aussi, bon, il y a des cartes ressources qui sont très évidentes. Ça indique un type de ressources entre le sel, le poivre, les dattes et finalement, ben, on a aussi de l'argent, on a des croix du sud qui sont les points de victoire. Et de la manière que ça fonctionne, c'est relativement simple. En fait, les joueurs vont avoir 3 petits personnages, 3 targis que l'on appelle. Et puis, pendant mon tour, ben, je vais placer un de ces targis-là sur une carte à l'extérieur, donc en périphérie. Et ben, je vais la placer ici, par exemple. Maintenant, ce serait rendu à l'autre joueur. Et l'autre joueur ne pourrait pas placer un targi en face du jeton pillard, mais aussi en face du mien, mais surtout pas sur la même carte que ces deux-là. Donc, le joueur pourrait l'installer ici et on fait ça ainsi de suite, chacun son tour, jusqu'à temps que l'on ait placé nos 3 targis. Une fois que c'est fait, eh bien, à ce moment-là, les joueurs à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, placeront leur disque sur les cartes qui sont aux alignements de chacun de leurs targis. Donc, par exemple, moi ici, je pourrais obtenir une pièce d'or, je pourrais construire cette tribu-là, je pourrais faire la carte de l'orfèvre et finalement obtenir des dattes. Et puis, ben, une fois que c'est fait, je vais tout simplement récupérer tout mon matériel quand mon tour est terminé. Je vais aussi, en fait, changer les cartes que je viens d'activer, c'est-à-dire ces 2 cartes-là, pour une carte de l'autre type. Donc, la carte marchandise, je la défausserai, je prendrai une carte tribu. Et finalement, celle-ci, ben, je la défausserai aussi, la carte tribu, et je prendrai une carte marchandise. Le joueur bleu ferait la même chose. Une fois que c'est fait, on passe au prochain round. On échangerait en fait cette petite étoile-là pour le prochain joueur. On fait ça 16 fois ou jusqu'à temps qu'un joueur ait construit 12 cartes tribus. On compte les croix du sud que l'on a devant soi, mais aussi sur nos cartes tribus, ainsi que considérer toutes les différentes cartes tribus qui ont un effet spécial au niveau des points. Et le joueur qui a plus de points gagne la partie. Donc, vous constaterez en fait que c'est un jeu qui est très simple dans sa formule. Hein? On récupère des ressources, on les paye, on utilise ces ressources-là pour payer pour différentes choses. Mais le tout vient vraiment dans l'interaction très forte entre les 2 joueurs au niveau du placement des targis. Il y a une extension d'ailleurs qui est disponible pour le jeu. Si vous avez assez joué au jeu, ben, vous pourrez vous obtenir l'extension qui vient vraiment rafraîchir le jeu et qui vient vraiment offrir une nouvelle vie, là. Donc, Targi, c'est un superbe jeu à 2 joueurs si vous désirez des bons jeux consistants, gestion de ressources. Un superbe jeu que je recommande fortement. Alors, c'est ce qui conclut donc cette vidéo. J'espère grandement que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, ben, laissez un petit pouce vers le haut. Autrement, likez notre page Facebook, abonnez-vous à la chaîne. Et sinon, ben, si un de ces jeux-là vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça me fera grand plaisir de vous répondre. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.